Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Une Radio. Je suis Antedi Achille à la présentation et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour votre journal international. Préparez-vous. En voici d'abord les grands titres. En sécurité et diplomatie, l'Afrique reste marquée par des conflits régionaux du Sahel à l'est de la RDC et fait face à la menace du terrorisme. Les initiatives diplomatiques africaines et internationales visent à stabiliser ces zones et à renforcer la coopération avec le reste du monde. Le Rwanda et le Burundi commémorent les tragédies passées tout en construisant la paix et la réconciliation. Éducation, cérémonie et coopération régionale restent des outils clés pour préserver la mémoire et renforcer la cohésion sociale. Page sport et économie, le football, moteur d'identité et d'économie, traverse crises et scandales mais continue de rassembler des millions de fans. CAN, transferts internationaux et investissements démontrent l'impact mondial du sport et son rôle pour l'inclusion et la diplomatie. Votre fidélité nous inspire et place à l'actualité brûlante qui façonne notre continent et le monde. En République démocratique du Congo, le diplomate américain James Swan prend officiellement ses fonctions ce mardi 7 avril 2026 en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Il arrive dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays, marqué par la persistance des violences armées. Son entrée en fonction intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté en décembre 2025 la résolution 2808 prolongeant le mandat de la mission jusqu'au 20 décembre 2026. Ce texte introduit plusieurs ajustements afin de mieux répondre à l'évolution de la situation sur le terrain. Contrairement aux orientations précédentes, la résolution entérine une suspension du retrait progressif de la MONUSCO. Cette décision s'explique par la détérioration continue de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, où la mission reste notamment chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu. Le mandat actualisé prend également en compte de nouveaux cadres diplomatiques, dont les accords de paix conclus en 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu'à Doha. Dans ce cadre, la MONUSCO est appelée à renforcer son rôle dans le suivi et la vérification de cessez-le-feu durable. Le texte met également l'accent sur la lutte contre l'impunité, la protection des civils, en particulier des enfants, ainsi que sur le renforcement des mécanismes judiciaires face aux violences, notamment sexuelles. Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies prévient que toute attaque contre les casques bleus ou les personnels des Nations Unies pourrait entraîner des sanctions tout en exigeant la levée de toute restriction à la liberté de mouvement de la mission. Dans ce contexte, James Swan prend la tête d'une mission aux multiples défis entre exigences sécuritaires, efforts diplomatiques impératifs de protection des populations civiles. Et puis en bref, avec cet appel à la paix pour l'Est de la République démocratique du Congo, la communauté des États d'Afrique de l'Est appelle à un cessez-le-feu immédiat alors que les combats persistent, provoquant des déplacements massifs et l'insécurité. Israël a mené de nouvelles frappes aériennes sur des infrastructures iraniennes, frappant l'économie énergétique du pays. L'Iran riposte avec des missiles sur Haïfa, causant des blessés, tandis que les négociations restent bloquées. En parlant d'impact économique du conflit au Moyen-Orient, les tensions affectent l'économie est-africaine, stagnation des exportations dotées au Kenya, et risque de ralentissement de la croissance selon l'ONU et la Banque africaine de développement. Crise alimentaire et urgence humanitaire avec sécheresse, inflation et insécurité alimentaire qui frappent l'Afrique de l'Est, aggravant la faim surtout chez les populations rurales et vulnérables.
Mémoire et société, restons sur le continent avec un rappel de notre mémoire collective et des enjeux sociopolitiques et régionaux. Au Rwanda, Kwibuka 32 ou commémoration du génocide des Tutsis de 1994. Sur 7 avril, le Rwanda marque la 32e commémoration du génocide des Tutsis, un drame qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes. La cérémonie rend hommage aux victimes et appelle à la paix et à la réconciliation. Reportage de Benigne Mugisha depuis Kigali. S'appuyant sur le témoignage d'un rescapé Théoneste Ngilonsanga, originaire de l'ancienne préfecture de Tiangougou, actuelle province de l'Ouest, le chef de l'État a déclaré que personne ne mourra à nouveau de la manière dont il a décrite. Il a comparé la survie du témoin à une forme de résurrection, soulignant que les victimes du génocide ne peuvent être tuées une seconde fois, ni physiquement, ni à travers la falsification de leur histoire. Le président Kagame a également affirmé que les Rwandais n'ont à demander la permission à personne pour vivre, rappelant que le droit à la vie et à la dignité constitue un principe fondamental. Dans son discours, il a dénoncé certaines voix à l'étranger accusées de minimiser ou de déformer le génocide contre les Tutsis, estimant que ces tentatives ne sauraient empêcher les Rwandais de préserver leur mémoire et de construire leur avenir. De son côté, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Jean Damascène Bizimana, est revenu sur les racines historiques du génocide. Il a notamment évoqué les politiques de division ethnique sous l'ancien président Juvenal Habyarimana, rappelant que son régime avait institutionnalisé les clivages fondés sur l'ethnie et les régions. Selon lui, ces politiques ont contribué à fragiliser durablement la cohésion nationale. La cérémonie a également été marquée par le témoignage de Théoneste Ngilonsanga, rescapé du génocide. Il a relaté les persécutions subies avant 1994, évoquant un climat de peur grandissant dans des écoles et des communautés où les Tutsis étaient progressivement stigmatisés. Il a expliqué que l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana a servi de déclencheur à des massacres. Anticipant les violences, son père avait tenté de mettre sa famille à l'abri. Réfugié un tas dans une église d'Adeper, le jeune garçon avait été contraint de fuir à nouveau. Séparé de son père, qui ne reverra plus, il a survécu dans des conditions extrêmes, allant jusqu'à se déguiser pour échapper aux tueries. Les hommes et les garçons étaient particulièrement ciblés. Il affirme avoir finalement été sauvé par les combattants du Front patriotique rwandais, alors engagés dans la reconquête du pays, au camp de Nyarushishi, où s'étaient réfugiés de nombreux Tutsis de la région. Le génocide perpétré contre les Tutsis a débuté le 7 avril 1994 et a fait plus d'1 million de morts en l'espace de 100 jours. Depuis Kigali, Benigne Mugisha pour Radio Afrique Unie. Au Burundi, souvenir du 6 avril 1994, parallèlement au Rwanda. Au Burundi, cette date reste sensible et liée à l'attentat contre l'avion présidentiel rwandais transportant les présidents Juvenal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi qui y ont péri avec tous les membres d'équipage. 32 ans après, la justice internationale est toujours attendue pour faire toute la lumière sur ces événements. Reportage de Deborah Keza pour Radio Afrique Unie. Plus d'un, surtout parmi les plus jeunes, s'interrogent sur les circonstances de la mort du feu président burundais Cyprien Ntaryamira le 6 avril 1994. Sa mort s'inscrit dans un événement majeur et tragique de l'histoire de la région des Grands Lacs. Le 6 avril 1994, il se trouve à bord d'un avion aux côtés du président rwandais Juvenal Habyarimana. Les deux chefs d'État rentraient alors de Dar es Salaam où ils avaient participé à un sommet régional consacré aux accords de paix au Rwanda. Alors que l'appareil approche Kigali, il est abattu et s'écrase à proximité de l'aéroport de Kanombe. Tous les passagers à bord périssent dans l'attentat, dont les deux présidents ainsi que plusieurs hauts responsables et membres de l'équipage. Depuis, la vérité sur les auteurs et les mobiles de cet attentat peine à se dévoiler. Au Burundi, Gabriel Banzawi Tonde est le président de l'Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation. Nous demandons au gouvernement de suivre de près
ce procès judiciaire, puisque jusqu'à maintenant, aucune communication ni l'avancement de ce dossier. Alors, nous voulons que le gouvernement met en place des avocats pour suivre ce procès, puisque coûte que coûte, on devrait connaître la suite de ce procès, mais aussi l'indemnisation par du gouvernement, de la famille d'Issa, mais aussi de la famille politique. Cet événement dramatique est considéré comme l'élément déclencheur immédiat du génocide des Tutsis qui fera environ 800 morts en l'espace de quelques mois au Rwanda. Triste réalité, mais c'est à la justice internationale de faire la lumière, pense Jean de Dieu Mutabazi, président de l'Observatoire chargé de prévenir les génocides et les crimes contre l'humanité au Burundi. La vérité n'est pas encore faite pour que les responsabilités soient établies et que les coupables soient châtiés conformément à la loi. Nous réclamons que justice soit faite. Du fait qu'il est mort à l'étranger, c'est au niveau de la justice internationale. Mais cette justice internationale ne peut pas s'autosaisir. C'est au niveau du gouvernement du Burundi de saisir cette justice internationale. 32 ans après, la responsabilité de cette attaque reste controversée. Plusieurs hypothèses ont été avancées, notamment celle d'extrémistes Hutus opposés aux accords de paix ou encore celle impliquant le Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame, une thèse toutefois fortement contestée. Malgré diverses enquêtes internationales, aucune conclusion unanimement acceptée n'a été établie. À quand la réalité? En tout cas, la région des Grands Lacs et le monde entier en sont concernés. La soif est à son comble. Déborah Kiza pour Afrique Unie Radio. Parlons de la santé. Le 7 avril, la journée internationale de la santé célèbre la création de l'Organisation mondiale de la santé et attire chaque année l'attention sur un thème de santé mondiale. En 2026, le focus est sur la santé mentale, un enjeu majeur touchant plus d'1 milliard de personnes et accentué par la pandémie de Covid-19. Cette journée rappelle l'importance de l'accès universel aux soins, du renforcement du système de santé et de la lutte contre la stigmatisation des troubles mentaux. Terminons avec de nouvelles qui font vibrer l'Afrique, du sport aux opportunités économiques et sociales. Radio Sport Afrique, 7 avril 2026. Au football continental, on parle de tensions au cours de la CAN 2025. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, se rend à Dakar ce 8 avril 2026 pour rencontrer les autorités et les fédérations nationales du Sénégal. L'objectif est de désamorcer les tensions liées à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 où des contestations sur l'arbitrage de la sécurité et l'organisation ont créé des polémiques à l'échelle continentale. Cette visite illustre l'implication directe de la CAF pour garantir la transparence et la sécurité et la crédibilité du tournoi. Qualification CAN 2027, opportunité pour Silangou. L'équipe nationale de Silangou en Eswatini bénéficie d'un tirage favorable pour les éliminatoires de la CAN 2027, ouvrant une fenêtre stratégique pour accéder au tournoi continental. Cette situation pourrait renforcer la visibilité du football eswatinien, stimuler l'investissement dans les infrastructures locales et motiver les jeunes talents à se projeter sur la scène internationale. En parlant d'échecs, ambition du Mid-Chess ou tournoi d'échecs. L'équipe africaine de Mid-Chess vise à remporter le titre continental 2026 et améliorer son classement mondial. Les compétitions africaines d'échecs deviennent un terrain clé pour le développement du jeu sur le continent avec un accent sur la formation des jeunes, la promotion des tournois et l'accès aux plateformes internationales pour mesurer le niveau des joueurs africains face aux meilleurs mondiaux. Et voilà.
Voilà que clôt votre édition. Restez curieux, restez connectés et souvenez-vous, derrière chaque information se cachent des vies et des histoires qui comptent. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouveau tour du monde de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Portez-vous bien et à demain sur Afrique Unie Radio. Et pour ne rien manquer, rejoignez la communauté Afrique Unie. YouTube, réseaux sociaux, reportages, analyses et interviews exclusives. Partagez, commentez et restez connectés.